Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce quatrième webinaire de la Societas Anatolica. Et nous avons le plaisir de recevoir Éric Jean, qui est le président délégué de la Societas Anatolica. Alors, on reste toujours un peu en famille, qui est également enseignant-chercheur à l'université ITIT à Chorum, éminent archéologue, spécialiste du bronze et du fer, si j'ose dire, et qui va nous entretenir d'une introduction à l'archéologie hittite. Nous avons également le plaisir d'avoir quelques adhérents et sympathisants, si j'ose dire, de la Société savante. Didier Laroche qui nous a fait le plaisir d'ouvrir cette série de webinaires avec Delphes et l'Anatolie occidentale il y a quelques mois. Françoise Laroche également, Isabelle Chalier, Luc Uitenhove qui a rejoint notre société à l'occasion de l'Assemblée générale de Louvain en 2022 et peut-être d'autres nous rejoindront. Pour permettre de faire connaître ces éléments au plus grand nombre, ce webinaire est donc enregistré, comme je l'ai indiqué, et sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de la Societas Anatolica. Eh bien, Eric, je t'en prie, je te donne toute la parole. Pour une demi-heure ou 45 minutes, tu nous diras d'exposer et ensuite nous aurons le plaisir peut-être d'échanger ou de poser des questions sur ce sujet passionnant. C'est à toi. Merci beaucoup, Eric. Bonjour après Françoise Isabelle, bonjour à Didier, bonjour à Luc, que je ne connais Oui, pas. bonjour. Oui. Donc, nous allons commencer. Alors, pour une introduction à l'archéologie hittite, je me permets, comme il y a des gens qui connaissent très bien le monde hittite et d'autres qui connaissent peut-être moins, donc je vais reprendre certaines choses et ajouter des nouveautés, je dirais même toutes nouvelles. Mon approche reprendra des éléments, c'est-à-dire sur la notion de hittite. Vous avez dit hittite. La chronologie, c'est quand les Hittites. Les Hittites, on croit, les dates sont très précises, mais il y a beaucoup d'interrogations sur les plans chronologiques en tant que tels et de terminologie. Et puis voir les nouveautés, le renouvellement d'une archéologie. Et puis un élément qui est relativement nouveau, enfin ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, l'archéologie de l'Empire, l'archéologie impériale hittite, et mettre en valeur ensuite le patrimoine ou l'héritage. Vous avez dit hittite. Alors quand on dit hittite, qu'est-ce qui peut venir à l'esprit? Je ne vais pas dire tout ce qui me vient à l'esprit, mais entre autres, on parle des textes hittites. Si je pose la question des textes hittites, enfin, c'est pas en l'occurrence une question, mais si je parle ici des textes hittites, c'est pour dire que lorsqu'on parle des textes hittites, on parle des textes qui sont issus des grands centres urbains hittites, à commencer par la capitale Hattusha, mais qu'en fait, ces textes ne sont pas tous hittites. Il y a de très nombreux textes en akkadien, langue internationale de l'époque, des textes où l'on retrouve des langues différentes comme le Hatti, la vieille langue morte du troisième millénaire, le Louvite, le Palaïte et bien entendu le Hourite, qui est très important. On le verra notamment pour la ville de Chapinoa. Et si l'on parle de l'art, de la culture matérielle, on voit ce que l'on connaît, qui est très limité, c'est avant tout une archéologie urbaine, et avec une architecture monumentale. Et- une architecture monumentale avec temples, palais, murs et portes monumentales. Les tunnels souterrains donnant accès aux ressources en eau, ces grottes qui permettent d'avoir accès aux ressources en eau et que l'on pense pouvoir avoir signifié aussi un accès à l'au-delà, vers l'au-delà. Et puis bien entendu, les fameuses poternes, là je donne l'exemple du mur à poterne entre la ville basse et la ville haute de Hattusha et la grande poterne que vous voyez là, qui fait 80 mètres de long, de Yarkape.
Et puis la sculpture monumentale, les lions, les sphinx, le dieu guerrier, euh, et puis qui montre une iconographie typique que l'on retrouve beaucoup sur la pierre, les stèles en relief, les orthostates, les reliefs rupestres. Et à ce sujet, j'aime à reprendre la belle expression autrefois utilisée par Emilia Masson dans le numéro des dossiers de l'archéologie de 95 dédié aux Hittites, les Hittites, une civilisation à fleur de roche. Mais d'autres matériaux, bien entendu, étaient utilisés pour les figurines et les objets en métal, les sculptures en terre cuite, les statuettes en ivoire, en cristal de montagne, et bien entendu les grands vases à relief typiques de l'ancien royaume. Et puis l'art glyptique qui montre avec les sceaux, les sceaux et les empreintes de sceaux cachées une glyptique typiquement anatolienne et ici hittite. Euh, que l'on prenne la glyptique ou que l'on prenne d'autres éléments, glyptique, c'est-à-dire si l'on a parfois des sceaux cylindres et si l'on a des orthostates, eh bien, c'est que l'on a eu une influence venant qui est passée par la Syrie, influence essentiellement syro-mésopotamienne. Je rappelle que la langue hittite qui utilise l'écriture cunéiforme, la graphie a été, est celle non pas des Assyriens, comme on aurait pu le penser, puisqu'ils étaient les marchands d'Assour, étaient installés en Anatolie centrale avant la fondation du royaume hittite, à l'époque des comptoirs de marchands assyriens, des karous. Mais l'écriture cunéiforme a été empruntée aux Babyloniens, donc elle est passée ici par la Syrie. Et puis, si l'on pense en termes de religion, les 1000 dieux du Hatti, les 1000 dieux hittites, eh bien, on voit dans cet exemple que je vous montre, à savoir la chambre A ici, avec les reliefs rupestres de Yazırkaya, on voit le panthéon de la fin de l'Empire au XIIIe siècle, la deuxième moitié du XIIIe siècle, avec une iconographie que l'on peut appeler hittite, avec une écriture qui est l'écriture, alors louvite ou apparentée au louvite, mais enfin l'écriture pour la langue, mais l'écriture est hiéroglyphique, mais les noms qui sont utilisés, dont on voit les cartouches hiéroglyphiques, eh bien les noms sont des noms ourites. Donc on voit en termes de religion, là on parle, le grand dieu c'est Eschoub et la grande déesse c'est Répat. Et là, on voit ce que Emmanuel Laroche, bien entendu, avait appelé un syncrétisme à son époque, et un syncrétisme que l'on retrouve pour beaucoup d'autres éléments de la civilisation hittite. Alors, les Hittites ont la particularité de n'être pas hittites, dans le sens où ils ne se sont jamais eux-mêmes appelés Hittites. Ils sont le peuple du pays de Hatti. Leur langue, c'est ce qu'on appelle en français le nézite, c'est-à-dire la langue de Nesha, qui correspond à la Kanish, le grand centre, le centre des Karous de l'époque des comptoirs de marchands assyriens et qui est aujourd'hui le site de Kultepe. Euh, donc, et la racine hat de hatti, eh bien, ça remonte à ces principautés, à cette région qui était certainement celle du Hatti, avec les Hassiens ou les Hattis, je ne sais pas comment les appeler, de l'âge du Bronze ancien, euh, dont l'un des principaux centres où l'on a retrouvé enfin, peut-être pas un des principaux centres, mais un des principaux sites où l'on a retrouvé les tombes appelées les tombes royales ou princières, sont celles de Dalaja Höyük. Cette même racine que l'on retrouve sur le site de Hattusha. Hattusha à l'époque hittite, Hattouche à l'époque des comptoirs de marchands assyriens. Le mot moderne hittite est fondé sur l'apparition, la dénomination des fils de Heth dans l'Ancien Testament, qui a été traduit dans la traduction de Martin Luther de la Bible par Hétiteur,
qui a donné hétiteur encore aujourd'hui utilisé par les Allemands, étéen par les Français, devenu ensuite hittite, et puis Hittites par les Anglais, Hittiti les Italiens, et au départ Héti, hein, de étéen, mais sans avoir la prononciation du H, les Héti chez les Turcs, mais dans la langue turque aujourd'hui utilise le terme de hittite, comme l'université à laquelle je suis rattaché. Ces Hittites ont été pendant très longtemps oubliés. On le sait, déjà au 5e siècle avant notre ère, Hérodote ne sait plus qui c'est. Je reprends sa rencontre, si je puis dire, avec le relief de Carabel, situé dans la région d'Izmir. Je cite Hérodote dans ses histoires. Quant aux piliers que Sésostris, roi d'Égypte, dressa dans les campagnes, la plupart ont disparu, mais je les ai moi-même vus dans la partie palestinienne de la Syrie avec l'inscription mentionnée ci-dessus et les cabinets des femmes. On trouve également en Ioni deux figures de cet homme sculptées dans la roche, l'une sur la route d'Éphèse à Phocée et l'autre sur celle de Sardes à Smyrne. Aux deux endroits, un homme de 4 coudées et demi de haut est sculpté en relief, tenant une lance dans la main droite et un arc dans la main gauche, ainsi que le reste de son équipement correspondant, car il est à la fois égyptien et éthiopien. Et d'une épaule à l'autre, une inscription en caractères sacrés égyptiens est gravée sur sa poitrine. J'ai conquis ce pays par la force de mes épaules. Plus de 2000 ans plus tard, l'un des reliefs de Carabel fut dessiné par Charles Texier et reproduit dans son livre Description de l'Asie mineure, publié en 1849. Il faut cependant noter que le relief de Carabel ne correspond pas exactement à la description donnée par Hérodote, dans la mesure où la position de la lance et de l'inscription hiéroglyphique semble différente. S'agissait-il du même relief? En 1882, dans The Monuments of the Hittites, Archibald Sayce abordait cette question. Je le cite: The second pseudo-Sesostris was long sought in vain, but it was at least discovered, first by Dr. Bedu and his party in 1856, and then by Mr. Karl Humann in June 1876. In fact, this must be the particular figure described by Herodotus. Néanmoins, bien avancé, Charles Texier continua de suivre l'interprétation d'Hérodote. L'éminent égyptologue allemand Karl Richard Lepsius pensait que le relief pouvait être égyptien, même si, pour être juste, son opinion reposait sur un dessin. L'identification d'Hérodote ne fut remise en question qu'en 1843 par le célèbre géographe Heinrich Kiepert. Ayant enfin pu examiner le monument lui-même, Lepsius reconnut, dans un article publié en 1846, qu'il ne pouvait être égyptien. Cependant, à cette époque, personne ne pouvait imaginer que cette image de Carabel représentait le roi de Myra, royaume vassal du Hatti au XIIIe siècle avant notre ère, ni que l'inscription portant son nom fût écrite en hiéroglyphe hittite, en l'occurrence d'un dialecte louvite. Et c'est pour cela que je reprends, je fais une citation à Henri Bert, lui-même cité par Louis de la Porte dans son ouvrage Les Hittites paru en 1936. Je cite Henri Bert: l'histoire n'est plus seulement une mémoire qui conserve, c'est pour une part une mémoire qui renaît. Et les Hittites, eh bien, ils ont connu leur renaissance, avec tout d'abord les références au pays de Hatti, qui nous montre en fait que les Hittites sont plus en Syrie. En effet, alors, d'abord Champollion qui parle en 1822 avec le déchiffrement, le début du déchiffrement par Jean-François Champollion des hiéroglyphes hittites, quand il travailla sur la pierre de Rosette, eh bien, il vit sortir un nom, le nom de Rhéta. Ensuite, Henry Creswick Rawlinson, quand il grimpa à ses risques et périls sur la roche de Behistun, il permit en plusieurs dates, il a grimpé là-haut en 1838 et avec les dates de 1843 et 1857 et au-delà, tout cela a permis le déchiffrement de l'écriture cunéiforme et donc de comprendre peu à peu les diverses sources, notamment les sources néo-assyriennes du premier millénaire avant notre ère, qui parlent de la terre de Hatti.
évidemment, au premier millénaire, quand les rois assyriens parlent de la terre ou du pays de Hatti, il s'agit de Carchemish et de ses environs, du nord de la Syrie, il s'agit de ce qu'on appelle des États néo-hittites. Et puis, il y a déjà les mentions bibliques dont j'ai parlé, qui concernent les fils de Heth. Tout cela nous amène à penser que les Hittites, là je ne parle pas de Réta égyptien, mais les autres sources nous amènent à penser que les Hittites sont en Syrie. Et d'ailleurs, en 1812, lorsque Johannes Ludwig Burckhardt découvre à Hamat ce qu'on a appelé les pierres de Hamat, avec ces mystérieux signes hiéroglyphiques qui ne sont pas des hiéroglyphes égyptiens, eh bien, les premières interrogations s'élèvent et les éléments dont j'ai parlé juste avant vont avec cette découverte des hiéroglyphes à Hamat, c'est-à-dire en pleine Syrie, eh bien, tout cela va faire porter, va faire penser que le Hatti, le Reta se trouve en Syrie. Mais peu à peu, et là je vais très rapidement, je reprends quelques grandes étapes, eh bien on va avoir les premières intuitions qui vont faire penser que les Hittites, le royaume hittite du deuxième millénaire se trouvait en Anatolie, avec Georges Perrault et son équipe en 1861, lorsqu'il fut notamment à Boasqueuil, Yazlekaya, etc. Et il fut, comme vous voyez ici, sa photographie, la photographie de Aladja Höyük, eh bien, ce furent là, avec l'équipe de Georges Perrault, les premières photographies utilisées en Anatolie pour l'archéologie. Il y a eu surtout Archibald Sayce, et d'une façon définitive à partir de 1879, la reconnaissance des Hittites du deuxième millénaire en Anatolie par une approche comparative, à la fois des textes, des inscriptions hiéroglyphes retrouvées en Syrie et en Anatolie, et à la fois, souvent accompagnant ces inscriptions, eh bien, les reliefs rupestres, l'art et le déplacement du centre de gravité du royaume hittite passe alors, surtout avec Seyss, de la Syrie à l'Anatolie. Et puis, en 1887, avec les fouilles de Tel el Amarna, les fameuses tablettes d'El Amarna sont trouvées qui sont écrites en akkadien et qui montrent la correspondance entre le pharaon, la cour égyptienne et les royaumes vassaux du corridor syro-palestinien. Or, deux de ces tablettes sont dans une langue inconnue où l'on parle du pays d'Arzawa et c'est pourquoi on les a appelées à l'époque des tablettes d'Arzawa. Et en 1893-1894, bien entendu, il y a eu les premières réelles fouilles à Boasqueuil avec Ernest Chantre, sa femme, et puis Vincent Scheil, qui a pu lire, qui a pu regarder, pardon, non pas lire toutes les tablettes, mais euh, des dizaines de tablettes furent trouvées à Boasqueuil, certaines en acadien et d'autres précisément dans cette fameuse langue d'Arzawa. Et là, eh bien, ils ont commencé à se dire que cette langue d'Arzawa était peut-être davantage celle de Boasqueuil. Mais politique oblige, il y a eu rapprochement diplomatique, politique et économique entre l'Empire allemand et l'Empire ottoman dans le dernier quart du XIXe siècle. Et donc, Boasqueuil a été remis comment dirais-je, aux autorités archéologiques allemandes. Et ce sont Winkler et n'oublions pas Hugo Winkler et Théodore Macready qui, à partir de 1906, ont fouillé Boasqueuil. Et quand de centres d'intérêt, avec, on l'a vu, Charles Texier, et on ne l'a pas vu, mais David Hamilton, Heinrich Barth, Anton David Mortmann, Georges Perrault, Ernest Chantre, Vincent Scheil, eh bien, Boasqueuil devint centre de gravité du pays de Hatti. En 1906, dès les premières fouilles, eh bien, de nombreuses tablettes ont été sorties de terre, et notamment une tablette qui était une copie en akkadien du traité de Kadesh, euh, qui
indique, qui mentionne véritablement la ville de Hattusha, capitale hittite. Et donc là, en 1906, eh bien, on sait que Boasqueuil, c'est Hattusha. Euh, Maintenant, reste à déchiffrer ces langues. Déjà en 1902, le Norvégien Knutsson avait écrit que la langue hittite était très certainement une langue du type du groupe de langues indo-européennes. Et grâce à sa fameuse phrase Nindaan Esateni Vartama Ekuteni, eh bien, Bedřich Hrozný, en 1915, va permettre le déchiffrement de la langue hittite. Donc, comme on le voit, au départ, les premières interrogations, à partir de Burkhard en 1812, bien avant qu'on repense au pays de Rhéta ou de Rati, eh bien, on portait sur les hiéroglyphes, les inscriptions hiéroglyphiques. Or, le déchiffrement, un siècle plus tard ou presque, en 1906, surtout en 1915, donc un siècle et 3 ans plus tard, eh bien, il se fait non pas sur les hiéroglyphes, mais il se fait sur le cunéiforme hittite. Il faudra attendre Helmut Bossert et toute son équipe avec Halet Chambel, Mohibe Darga en 1947 pour avoir le début, la clé de l'énigme des hiéroglyphes, euh, le début du déchiffrement des hiéroglyphes. Tout cela a été raconté, cette histoire de la redécouverte de l'hittitologie et du monde hittite jusque dans les années 1950 dans un livre de Boğazköy à Karatepe, qui était le livre qui accompagnait une exposition en 2001 à Istanbul, dont j'étais le commissaire scientifique. Voilà, je fais un petit peu de pub. C'était une belle chose d'ailleurs, cette exposition. Alors maintenant, la chronologie. C'est quand les Hittites? Quelle chronologie doit-on utiliser? La chronologie haute, moyenne, courte ou très courte? Peut-être le savez-vous déjà, malheureusement, contrairement aux souverains mésopotamiens, assyriens ou babyloniens, eh bien, les rois hittites n'ont pas laissé de liste royale qui permettent au moins une chronologie relative très précise. Et donc, du fait du parallélisme effectué avec des éclipses, eh bien, il y a quatre chronologies enfin, sont parfois utilisées pour un événement, celui de la prise de Babylone par euh, par Murshili Ier. Cette prise de Babylone aurait été effectuée en 1651 selon la chronologie haute, 1595 moyenne, 1531 courte, 1499 très courte. Or, les plus anciennes constructions monumentales de Boğazköy, qui suggèrent une organisation de type étatique, sont à mettre en relation avec en relation avec la formation de la capitale Hattusha, date du XVIIe siècle avant notre ère. Là, vous voyez notamment avec la jonction entre la datation obtenue, et j'en reparlerai tout à l'heure, de ces silos qui jouxtent un mur de fortification qui sépare la ville haute de la ville basse de Hattusha. Donc, cette datation, en tout cas pour Hattusha, requiert l'utilisation de la chronologie moyenne. C'est ce que fait l'actuel fouilleur Andreas Scharner. Il manque beaucoup, il y en a, mais il manque parfois des éléments de chronologie absolue. Alors je rappelle que la chronologie absolue concerne les méthodes de datation fondées sur les sciences naturelles, comme le radiocarbone et la dendrochronologie, alors que la chronologie relative fonde ces datations sur la stratigraphie, sur le plan archéologique et sur les événements historiques à partir des sources écrites. Euh, et là, eh bien, la périodisation de l'ensemble du royaume hittite n'est pas toujours facile. Et il y a plusieurs périodisations. Donc, quelle périodisation historique utiliser? Il y a une périodisation tripartite de la langue et du ductus, du système cunéiforme utilisé par les Hittites. Encore maintenant,
En tout cas, pendant très longtemps, cette périodisation tripartite des philologues, des hittitologues, détermina un découpage en trois phases de l'histoire hittite, à savoir, comme je l'ai écrit ici, trois périodes: le hittite ancien, qui définit l'époque de l'Ancien Royaume, le Hittite moyen, époque du Moyen Royaume ou de l'Ancien Empire, et le Hittite impérial, époque impériale ou du Nouvel Empire. Toutefois, Alfonso Archi a démontré, dès 2003, que la périodisation tripartite de la langue et du ductus ne correspondait pas aux phases historiques. Et c'est pourquoi il proposa une histoire de l'État hittite divisée en deux périodes seulement. Sur le plan historique, je dis bien, l'Ancien Royaume et le Nouveau Royaume ou époque impériale, qui désormais commence dès le milieu ou la fin du XVe siècle. Alors, toute cette archéologie, nous en avons vu quelques éléments très rapidement, elle a été largement renouvelée. Elle a été renouvelée et dans ce sens, c'est devenu une archéologie, je dirais, à part entière. Euh, L'archéologie anatolienne, et en particulier l'archéologie de la période hittite, ne s'est développée que lentement par rapport à d'autres domaines archéologiques, tels que l'archéologie mésopotamienne. Dans ce contexte, il faut noter, et à mon avis c'est symptomatique, que si l'on parle d'archéologie hittite, l'archéologie akkadienne, babylonienne ou assyrienne n'est pas du tout mentionnée ou très peu. L'une des principales raisons de cette situation est le rôle primordial joué par l'utilisation des documents écrits dans l'interprétation des données archéologiques. En effet, l'évolution de l'hittitologie a longtemps été étroitement liée aux études philologiques, depuis l'émergence de cette discipline, l'hittitologie. L'un des dangers de l'influence des textes est l'attribution d'événements historiques à des faits archéologiques. Or, une telle possibilité est souvent impossible ou du moins extrêmement rare. L'influence des méthodes historiques dans l'interprétation des données archéologiques de Boasqueuil fut encore plus problématique dans la mesure où cette interprétation fut prise comme postulat pour interpréter les résultats des fouilles d'autres centres hittites ou assimilés et constitua ainsi la base de ce qu'on a appelé l'archéologie hittite, notamment pour les questions concernant la chronologie du matériel dit hittite et son évolution dans le temps. Alors, tout en reconnaissant le rôle fondamental des premières phases très rapidement évoquées tout à l'heure de la recherche hittite, eh bien, depuis les années 1990 et surtout le milieu des années 90, nous assistons à une véritable renaissance de l'archéologie hittite et grâce à ce bond en avant, les progrès se sont accélérés. Alors d'abord, il y a le renouvellement des datations. Les fondements de cette archéologie commencèrent à être remis en question avec les fouilles menées par Jürgen Zeher à Boğazköy-Ratuşa à partir de la seconde moitié des années 90, et ce questionnement fut confirmé notamment par les travaux menés à Kuşlaklı-Sarıssa par Andreas Müller-Karpe. Par exemple, les silos à grains de Boğazköy dont je parlais tout à l'heure, il y en a bien d'autres, mais je parle de ceux-ci, sont datés des débuts du royaume par l'analyse au radiocarbone et ils remirent en question la datation de la ville haute. La ville haute, pendant très longtemps, a été, jusqu'aux années 90, hein, la ville haute, avec ses 30 temples, ce qu'on appelle le quartier des temples, a été datée du XIIIe siècle avant notre ère, des époques de Hattushili III et de Tutralia IV, son fils. Donc, même tous ces temples auraient été construits, l'ensemble de la ville haute aurait été construite, disons, en une soixantaine d'années. Il me semble que cela repose sur l'idée qu'avait à une époque, en 75, je crois, évoqué Emmanuel Laroche à propos d'une éventuelle réforme religieuse à cette époque. Au milieu du XIIIe siècle, peut-être en se référant à la réforme religieuse qui a eu lieu un siècle plus tôt euh, en Égypte avec Akhenaton, Amenophis IV.
Or, il a été démontré depuis, sur le plan des textes, qu'il n'y a pas eu de véritable réforme religieuse, mais qu'il y a eu un inventaire des cultes, un inventaire cultuel très important, qui n'était pas une réforme en tant que telle. Au contraire, il y avait certainement un aspect, je dirais, de renouveler la tradition. Euh, et de ce fait, on voit que cette chronologie a été entièrement remise en cause. Vous voyez ces silos qui ont été vraisemblablement construits dans la seconde moitié du XVIIe siècle avant notre ère, détruits par un incendie au début du XVIe siècle, reconstruits, très longs, très larges, avec 32 chambres de stockage distinctes, hermétiques, qui pouvaient être remplies et vidées indépendamment pour une capacité totale estimée entre 7 000 et 9 000 mètres cubes, soit de 5 000 à 7 000 tonnes de céréales. Et donc, ça, c'est important et ça a permis des données, outre les données, les études archéobotaniques, ça a permis d'avoir des nouvelles datations. Et là, ça fait remonter, puisque c'est associé au mur d'enceinte que vous voyez à côté, eh bien, ça et d'autres éléments ont complètement remis en question, renouvelé la datation de la ville haute en remontant de plusieurs siècles. Par ailleurs, les analyses radiocarbone et dendrochronologiques des temples de Kushakle-Sarissa datèrent ces bâtiments du XVIe siècle, et la comparaison de leurs plans avec ceux des temples de Boğazköy-Hattusha a permis précisément d'établir une évolution architecturale en plusieurs phases des temples de la capitale, qui fut bien décrite notamment par Dirk Milke et récemment complétée par Andreas Scharner. En bref, ces développements dans les fouilles de la capitale hittite contribuèrent à jeter les nouvelles bases de l'archéologie hittite et par conséquent à réinterpréter les résultats des fouilles de sites que l'on pensait périphériques par rapport au cœur géographique du royaume hittite. Le progrès des connaissances s'appuie donc sur l'indispensable intercomplémentarité entre faits archéologiques, donc archéologie à part entière et toutes les disciplines associées, notamment archéométriques, et les données historiques, auxquelles furent donc ajoutées l'utilisation quasi systématique des méthodes de datation scientifique, d'analyse archéométrique, archéobotanique, archéozoologique, géomorphologique, statistique, comme les conférences et ateliers organisés ces 25 dernières années l'ont clairement démontré. Grâce à une chronologie plus fiable, les comparaisons faites sur le plan architectural permirent de détecter des changements non seulement dans le plan des temples, mais aussi dans celui des remparts de la ville, de Boğazköy notamment. Et ici, vous voyez, lorsque les bastions, ce sont sur le schéma de Jürgen Zeher, les bastions qui sont à gauche sont plus anciens, alors que les tours qui semblent couper complètement la ligne de rempart de ces murs à casemate ou à caisson, eh bien, des numéros C et D sont plus récents. Et à partir de là, eh bien, alors pardon, excusez-moi, voilà. Et en plus de cela, eh bien, nous avons un certain nombre de nouveaux sites qui sont apparus. Chapinouat a été découverte à Ortaköy en 1990 par Aygül Suel et son regretté époux Mustapha Suel. De nouveaux sites hittites furent mis au jour par Sachiro Omura à Kamankale-Höyük, Tayfun Yıldırım et Tunç Pai à Hüseyin Dede, qui a donné ces merveilleux grands vases de l'époque hittite ancien, de l'ancien royaume hittite, comparables à ceux d'Inandok Tepe. Il y a Boyalı Höyük, des sites dont le nom hittite fut parfois reconnu, comme à Kuşaklı, la Sarissa hittite. Après Ortaköy-Chapinouat et Kuşaklı-Sarissa, le nombre de sites ayant fourni des documents écrits a augmenté dans les années 2000 et les années suivantes grâce aux fouilles de Rainer Tschihon à Oymaç, de la regrettée Vuslat Müller-Karpe, puis de Chidem Maner à Kayalepenar, de Stefania Mazzoni, puis Anacleto d'Agostino à Uşaklı-Höyük, dans la région de Yozgat. Cela a permis de déterminer la localisation de plusieurs villes connues par les textes.
Nerik à Oymach, Samouha à Kayalepenar, ou à relancer le débat sur la localisation d'autres toponymes. Par exemple, Zipalanda devrait-elle être située à Ushakle-Höyük, Arina à Aladja-Höyük, Tahurpa à Eskiapach ou Shalatiwar à Buklukale, autre fouille japonaise. À Ushakle-Höyük en 2018, un sol en mosaïque de pierre d'environ 3 mètres sur 7 fut mis au jour. 3147 pierres de forme et de taille différentes étaient posées à plat sur la terre battue. Jusqu'à présent, en dehors évidemment des mosaïques romaines et des mosaïques des quelques périodes qui précèdent, la mosaïque la plus anciennement reconnue était censée être celle qui se trouvait à Gordione, donc de l'époque phrygienne. Eh bien là, il semble que pour l'instant, nous ayons comme plus ancienne mosaïque, une mosaïque d'époque hittite. Cette mosaïque se situe jouxte un grand bâtiment, donc un bâtiment monumental d'époque hittite à Ushakle-Höyük. Donc, de nouvelles découvertes qui amènent de nouvelles hypothèses et de nouvelles perspectives. Là, je vous donne un petit élément d'une aile de figurine en obsidienne retrouvée à Chapinouat et qui amène, comme d'autres ateliers pour d'autres objets ont été découverts à Ortaköy, eh bien, même si des ateliers d'obsidienne n'ont pas encore été retrouvés là-bas, on peut s'interroger sur le fait qu'il y a eu ou non, vu le nombre d'objets en obsidienne retrouvés à Ortaköy, s'il n'y avait pas des ateliers, alors soit l'obsidienne, les objets prêts en obsidienne arrivaient à Ortaköy et partaient d'Ortaköy, par exemple, peut-être à Ratoucha ou ailleurs, soit ils étaient, la matière première venait probablement de Cappadoce et les objets étaient fabriqués à Chapinouat. Maintenant, alors, Chapinouat. Chapinouat, pour Aigulsuel, c'est une capitale, c'est la capitale hittite du règne de Toutralia II et de son épouse Taroupa, qui date donc du début du XIVe siècle avant notre ère. On aurait eu là un premier exemple de déplacement de capitale depuis Hattusha vers Chapinouat, mais uniquement pendant l'époque de Toutralia II. Cette hypothèse repose sur les textes en faisant d'un côté l'étude de tous les tablettes, alors je ne suis pas philologue, hein, mais en reprenant toutes les tablettes cunéiformes de Boasqueuil qui concernent les relations avec les royaumes d'Anatolie occidentale, notamment Arzawa, et en reprenant plus précisément les tablettes qui ont été envoyées depuis l'Anatolie occidentale à Chapinouat. Or, il semble que eh bien, ces tablettes montrent une période, c'est la période de Toutralia II, et donc ces tablettes à une période auraient été envoyées non pas à Hattusha, mais à Chapinouat. Donc l'idée ici est qu'il y a eu une première fois un déplacement de capitale pendant un règne, celui de Toutralia II de Hattusha à Chapinouat. Nous connaissons d'ailleurs un autre exemple, un siècle plus tard, au début du XIIIe siècle, lorsque Muatali II quitta Hattusha pour créer et installer une nouvelle capitale à Taruntassa. Euh, Là, voilà des lettres envoyées depuis l'Anatolie occidentale au roi hittite qui était à Chapinouat. Alors, en reprenant cet élément, on voit que le roi hittite Toutralia II a combattu une coalition de royaumes d'Anatolie occidentale, à la fin de laquelle il a vaincu les rois d'Anatolie occidentale et dissous la coalition dans la région. Et on voit que Toutralia II, ses rois occidentaux, Kupanta Kuruntia I et Tarhunnaradu, ainsi que le pharaon Aménophis III, sont des rois contemporains. Pourquoi Aménophis III? Parce que ça précède précisément l'époque de Telelamarna, qui, elle, est parallèle au règne de Shupilululiuma Ier.
Autre élément d'hypothèse, autre hypothèse qui j'espère sera confirmée prochainement et qui m'intéresse encore plus directement dans mes recherches, eh bien c'est la localisation de Oura. Oura, qui était un port très important pour les Hittites, qui eux-mêmes n'étaient pas des marins, mais Oura, c'était important en tant que port pour le commerce et pour les grains, notamment on le sait au XIIIe siècle, et, enfin je ne vais pas prendre tout le dossier, mais et aussi pour des raisons militaires. Seulement, l'idée que j'ai à plusieurs reprises défendue, mais je ne suis pas le premier, Ali Dinchol, Jacques Yaccard, Avia Tafet, Belkes Dinchol, dès 2000, avaient supposé l'existence d'un territoire de Oura, donc un hinterland, un peu à l'image de la ville et de la Kora de Olba, beaucoup plus tard. Dans cette même région qui appartient à la préfecture de Mersin, mais dans la partie de la Cilicie trachée, à l'ouest donc. Là, vous voyez, entre autres, repris depuis Freund dans son travail exposé en 2023, une partie des possibles sites de la ville et des ports en jaune, possibles ports. Alors, je ne reprendrai pas tout ce dossier par manque de temps, mais ce sur quoi je veux insister, c'est que euh, il me semble, et je ne suis pas le seul à penser, que ce territoire d'Oura, entre autres choses, était important pour ce pays d'Oura, même si ce n'était pas un royaume au sens euh, précis du terme, mais la terre, il existe très peu, mais il existe deux, trois références à Kur Uru Ura, hein, pays de Oura. Même si cour ne signifie pas toujours qu'il y a un pays ou que si cour n'est pas mentionné, qu'il n'y ait pas de pays ou de territoire. Bon, hein, tout ça est à discuter. Mais je reviens sur l'hypothèse que le territoire d'Oura, le pays d'Oura, au pays d'Oura serait associé certaines productions, notamment céramiques, et principalement la production de la fameuse Red Lustrous Made Ware, dont vous voyez les deux principales formes reprises d'images du British Museum. J'ai oublié de mettre la mention ici. Les Spindelbate, les bouteilles fusiformes, et les arm-shaped vessels, c'est-à-dire les vases en forme de bras, dont on s'interroge encore sur la signification. Ces objets, ces deux formes principales, sont abondantes à Hattusha et dans la plupart des grands centres hittites d'Anatolie centrale. Or, ils sont importés. Alors, pendant longtemps, on a cru que c'était importé de Chypre, que le lieu d'origine était Chypre. Il y a, sur le plan géologique aussi, mais aussi archéologique, une tendance aujourd'hui à dire que l'origine serait plutôt la Cilicie trachée. Et moi, je vais vers cette tendance. Donc, l'hypothèse de Oura et de production céramique, notamment celle de la Redlaster sous Medware, me paraît très importante ici. Autre hypothèse, après avoir parlé de la capitale Chapinouwa, eh bien, de Tutralia II, la capitale de Muatali II, Tarhuntassa, a-t-elle été retrouvée? Alors, pardon, avant cela, je vous montre la carte des Kinkosal qui montre justement l'importance de la Cilicie trachée et notamment de la vallée du Göksu pour exporter la Red Lustrous Wilmed Ware. Maintenant, j'en viens à Tarhuntassa. Tarhuntassa a-t-elle été retrouvée? Si oui, elle se situerait dans la plaine de Konya, à l'est de Konya, où une grande prospection, le projet CRASP, the Konya Regional Archaeological Survey Project, a été mené, et notamment et le site de Turkmen Karahöyük, qui est un immense site, pourrait, par le matériel hittite, enfin du deuxième millénaire et du premier millénaire, selon les fouilleurs actuels, parce qu'ils ont commencé à fouiller l'année dernière, correspondre à Tarhuntassa. Un élément avait été retrouvé lors des prospections voisin, près d'une rivière voisine du site de Turkmenkarahöyük, une inscription en hiéroglyphe lévite, mais néo-hittite, hein, qui date du milieu ou de la deuxième moitié du 8e siècle avant notre ère, et où on voit que cette inscription fut commandée par un grand roi, Lugalgal, un grand roi Hartapu,
qui mentionne une victoire sur le pays de Muska. Et puis enfin, une autre hypothèse qui me tient à cœur, c'est l'hypothèse de voir Porsuk associé aux Hatti, donc aux Hittites, mais aussi peut-être au Kizzuatna, royaume du Sud, donc à la Cilicie et à la Méditerranée, entre Hatti et Kizzuatna. Alors, cette hypothèse vient aussi de la position. L'un des éléments forts, si vous voulez, c'est la position géographique. La position géographique de Porsuk au nord du Taurus, au, en point de contrôle notamment de toutes les mines qui se trouvent dans les Bolkar Maaden, ainsi que celle un peu plus à l'est vers la région d'Ereğli, Konya-Ereğli, d'autres fortifications qui pourraient avoir été des fortifications de l'âge du bronze et de l'âge du fer, eh bien, toutes ces forteresses semblent regarder vers le nord. Et donc, je dirais que si elles regardent vers le nord, elles protègent le sud du nord. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de Porsuk, mais Porsuk probablement a été une ville hittite ou a subi l'influence hittite dès les débuts de son existence, c'est-à-dire peu après la création, la fondation du royaume hittite, donc au plus tard vers la fin du XVIIe siècle avant notre ère. À cette époque, le royaume de Kizzuatna existe-t-il? On ne le sait pas, mais en tout cas, un siècle plus tard, à la fin du XVIe siècle, et ça, le royaume de Kizzuatna existe parce que on connaît le premier des 5 traités de paix signés entre des rois hittites et des rois de Kizzuatna, date de Telipinu et de Isputarsu, le roi de Kizzuatna. Donc, selon la chronologie moyenne, d'environ 1520-1500 avant notre ère. Or, on connaît l'importance du Kizzuatna pour en tant que dépôt. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui le disent, mais des éléments épigraphes, enfin, de textes, de sources écrites au XIIIe siècle qui indiquent que le Kizzuatna pouvait servir de dépôt métallurgique pour le royaume hittite au XIIIe siècle. Le Kizzuatna n'est plus un royaume, c'est une province, hein, depuis d'ailleurs Toutralia Ier, certainement, depuis les environs de 1400. Or, précisément, vers 1400-1420, peut-être un peu après, 1350, début 14e, milieu 14e siècle, peut-être avant. Si l'on regarde la dendrochronologie et les datations radiocarbone effectuées sous les époques d'Olivier Pelon et de Dominique Beyer et qui concernent Porsuk, eh bien, c'est la fin de l'époque hittite. Donc, je me demande si la fin de cette époque hittite ne correspond pas aussi à l'intervention des troupes d'Arzawa et de la Confédération qui venaient de l'Ouest, ou bien les deux, à la fin du royaume des Kizzuatna. Bref, c'est une hypothèse sur laquelle je veux travailler. Et puis, bien sûr, la toujours surprenante Hattusa. Alors là, vous voyez une très belle vue de Hattusa. Les quelques vues qui sont ici m'ont été prêtées, et je l'en remercie, par euh, notre ami et collègue Önder İpek, ancien directeur du musée archéologique de Çorum et actuel directeur de la mission de Ortaköy-Chapinouat. Et certaines des vues qu'il m'a prêtées, je sais qu'elles sont, j'ai mis les références, elles appartiennent aux archives de Boasköy, donc du Deutsches Archäologisches Institut. Euh, D'abord, il y a une thèse de doctorat, celle d'un Français, Néhémie Strupler, qui a été publiée en français dans la grande collection allemande Boasköy Hattusha. Il faut le signaler. Fouilles archéologiques de la ville basse, analyse de l'occupation de l'âge du bronze et de la Weststrasse, publié en 2023, et qui analyse le quartier résidentiel de la ville basse, qui met en évidence le quartier résidentiel de la ville basse de Boasköy, de Hattusha, au 2e millénaire avant Jésus-Christ, en se fondant sur les méthodes de l'archéologie numérique. Et puis, là, c'est tout à fait récent, je donne quelques exemples. 247 signes hiéroglyphiques peints furent découverts en 2022 par accident par Bülent Genç de l'université Artuklu de Mardin, qui se promenait avec la lumière de son téléphone et malgré des
plus de 100 ans de passage, et malgré les passages notamment de Andreas ou d'autres, des dizaines ou des centaines de fois, personne n'avait repéré ces signes hiéroglyphiques. Lors d'une conférence organisée au Conseil culturel et de promotion de l'ambassade de Turquie à Rome, Andreas Scharner a déclaré, je cite, The fact that the hieroglyphs are painted opens a new page in the Hittite world. Because we had not seen these painted hieroglyphs until now. Il y avait un exemple simplement, je crois, dans la région de Sivas. There was something in a small area, donc Sivas, but the discovery of 250 such hieroglyphs opened a completely different world for us. Alors certains sont ainsi désignés. Vous voyez en haut à gauche la montagne, toute Ralia, et puis la route, qui signifierait, si on essaie d'interpréter, vers le chemin, la route vers ou depuis la montagne Toutralia. Cette montagne Toutralia correspond-elle à la colline artificielle de Yerkape? Point d'interrogation. Selon Scharner, ces découvertes suggèrent que le tunnel a été délibérément construit pour relier différentes parties de la ville. Et puis, lors des fouilles effectuées en 2023, un an plus tard, à Ambarlekea, une récitation dans une langue inconnue est apparue dans un texte rituel hittite. Le texte est hittite, mais il y a un passage qui est dans une langue inconnue. Selon Daniel Schwemer, le texte désigne cet idiome comme la langue du pays de Kalashma, une région située à la limite nord-ouest du cœur hittite, probablement dans les régions de Bolu ou Guérédé modernes. Ce texte kalashmaïte est encore largement incompréhensible. Elisabeth Ricken a confirmé que cet idiome appartenait à la famille des langues. Le texte semble partager davantage de caractéristiques avec le louvite. Mais là, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais je ne rentrerai pas dans les détails d'un travail philologique qui n'est pas le mien. Et puis, tout récemment, alors il en a parlé lorsque j'étais à Rome au mois de mars dernier, Andreas Scharner, au CNR, et il va représenter cela à Mersin à la fin de ce mois de mai, au Grand Symposium annuel d'archéologie. Eh bien, une nécropole de l'ancien royaume a été retrouvée à Hattusa. Ici, vous voyez qu'en 2024, la porte supérieure ouest de Hattusha a été fouillée. Vous voyez à gauche l'état avant les fouilles et à droite l'état à la fin des fouilles l'an passé. Or, euh, pris dans cette porte, mais étant plus ancien, puisque la porte date de l'époque, disons, des 14e, 13e siècles, de l'époque dite impériale, eh bien, comment dirais-je, des vases avec des restes de crémation, donc des tombes à crémation, ont été recouvertes et elles datent de l'Ancien Royaume, ce que montre la céramique, comme vous le voyez, une céramique qui est tout à fait euh, la même que celle retrouvée dans les années 1960 sur le site en face de Boasqueuil, mais qui touche à Hattusha, Osman Kaya, quand fut retrouvé un grand nombre de tombes à crémation. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de tout nouveau et de très important. On manque de tombes. Ensuite, l'archéologie impériale. Voilà, alors c'est un concept dont on parle beaucoup. Le concept d'archéologie impériale. Avant d'atteindre le monde hittite, le concept d'archéologie impériale fut l'objet d'une grande attention pour les périodes assyriennes, égyptiennes, achéménides, hellénistiques et romaines. Les réflexions sur la notion d'empire hittite ont commencé dans les années 90 avec les articles de Sharon Steedman et Ron Gorney en 95, de Gorney en 95, bon, le temps passe, je laisse les titres, et se sont développés à partir de la fin des années 2000 avec la thèse de doctorat non publiée de Claudia Glatz en 2007, Contact Interaction Control, The Archaeology of Interregional Relations in Late Bronze Age Anatolia. Puis des articles écrits en 2009 et 2013, Empire as Network, Spheres of a Material Interaction in Late Bronze Age Anatolia, et Negotiating Empire,
a comparative investigation into the responses to Hittite imperialism by the vassal state of Ugarit and the Kashka peoples of the Anatolian Black Sea region. Et puis, surtout, à gauche, sa monographie, The Making of Empire. L'ouvrage collectif, édité par Meltem Doğan Alparslan et Metin Alparslan en 2013, Hittite, An Anatolian Empire, proposait aussi des pistes de réflexion qui furent largement élaborées et renouvelées en 2022 dans l'ouvrage collectif édité par Stefano De Martino, Handbook Hittite Empire, Power Structures. Andrea Scharner donna aussi sa vision de l'Empire vue de sa capitale dans Hattusha, Auf der Suche nach dem Sadenhaften, Großreich der Rediteurs, publié en 2019. Alors, l'archéologie de l'Empire hittite. Sur le plan chronologique, doit-on toujours parler d'un empire qui commence avec la grande expansion de Shuppiluliuma Ier, milieu XIVe siècle, ou d'Etutralia Ier, fin XVe siècle? L'un des débats chez les hittitologues porte en effet sur le fait de réserver l'emploi du terme empire au dernier siècle de l'histoire du royaume. Je suis, en tant qu'archéologue, plus proche de Ilgi Gertschek, qui propose, notamment dans cet article, de parler d'empire hittite quasiment dès les débuts du royaume au XVIIe siècle. Si l'administration, en effet, si l'administration expansionniste qu'accompagne la diffusion ou l'influence de la culture matérielle sont acceptées comme des caractéristiques fondamentales de l'Empire, l'Empire hittite s'est développé dès la fin du XVIIe siècle. On voit par exemple qu'avant 1600, ils sont à Porsuk, ils sont à Malatya, Arslan-Tepe. Il a ensuite atteint un pic au XVIe siècle, d'abord visible dans la boucle du Kızılırmak, puis à l'est et au sud, avec en particulier les grands vases de la couche 10 d'Imikusha'e et de la couche 1 de Kurucu-Tepe, dont la forme est la même que celle des vases en relief du groupe Inandık Hüseyin Dede. Alors la flèche qui vient de Kültepe, c'est pour montrer que l'époque des comptoirs de marchands assyriens a fortement influencé, la culture matérielle a influencé celle de Hatti. Évidemment, les vases du bas ne sont pas ceux de l'époque du royaume hittite. La présence ou l'influence hittite se retrouve aussi sur les bords de la Méditerranée, à Kineteyük, où la céramique de type hittite apparaît soudainement, ab novo, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Sur le plan géographique, eh bien, nous avons certainement ici le choix de l'Anatolie centrale du Nord, comme l'a expliqué à plusieurs reprises Andreas Scharner. En effet, l'Anatolie centrale du Nord, et là je reprends la belle carte de Ozan Özbudak, mon collègue de l'université hittite, l'Anatolie du centre-nord et celle du sud, c'est-à-dire entre autres la Cappadoce, mais aussi les plaines notamment de Konya, sont très différentes. Et cette différence rend beaucoup plus difficile le fait d'élaborer des villes, de construire des villes dans le nord. Or, c'est fut pourtant le choix des Hittites, le choix de Hattusha, pour des tas de raisons, notamment la richesse de cette région. La géographie a beaucoup dans le rapport entre le centre et la périphérie, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières dizaines d'années. Et parce qu'avant, dès qu'on voyait du matériel de type hittite, de la céramique hittite, on imaginait sur l'ensemble de l'Anatolie, ou une grande partie, une culture homogène hittite, et donc un pouvoir politique hittite le même partout, etc. Tout cela a été remis largement en cause, notamment par Claudia Glatz. Dans l'approche archéologique de l'Empire hittite, des zones périphériques ont été distinguées, rendant notre perception plus complexe et certainement plus proche de la réalité, en fonction des relations qui existaient entre ces périphéries et le centre du pouvoir hittite. Alors ici, on voit avec le travail notamment d'Alvise Matessi la recherche de zones de transit possibles avec la mise en place de modèles des potentiels de connectivité. Paru en 2025, tout récent, deux zones qui ont été étudiées, à gauche par Alvise Matessi et à droite le Kizzuatna par Andrea Trameri. Donc tout cela bouge. Un autre exemple, la Cilicie, qui représente l'une de ces zones périphériques. Ce fut l'objet de ma thèse et de certains de mes travaux encore actuels, notamment avec ma participation aux fouilles de Mersin Umuk Tepe.
On pensait, comme je le disais, une apparence d'homogénéité en comparaison avec d'autres régions. Mais cette homogénéité silicienne est remise en question par les faits archéologiques. Là, on voit qu'il y a des types céramiques, deux groupes notamment, que l'on ne trouve qu'à Kilisi-Tepe, Yumuk-Tepe et Soli. Et comment dirais-je, cette région de Mersin, mais dont est exclue Tarsus, représente une micro-région entre d'un côté celle de Kizuatna et de l'autre le pays, probablement le pays d'Oura. Donc il faut désormais, et c'est ce que l'on fait tous, penser localement ou régionalement. Archéologie régionale, voire micro-régionale. Et puis pour terminer, une archéologie patrimoniale. Alors ce concept du patrimoine ou d'héritage, l'héritage ou patrimoine est une transmission. Une analogie peut être tentée entre cette transmission et la physique d'Anaxagore de Clazomène, en la détournant quelque peu. Je cite, les Hellènes parlent mal quand ils disent naître et mourir, car rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. Pour parler juste, il faudrait donc appeler le commencement des choses une composition et leur fin une décomposition. L'une des informations importantes qui a été mise en lumière au cours des 30 dernières années, notamment grâce aux fouilles archéologiques et aux recherches menées dans la boucle du Kızılırmak, concerne la relation entre la culture hittite et les périodes précédant la formation de l'État hittite. En d'autres termes, si l'État hittite fut novateur par rapport aux périodes précédentes, il était aussi le résultat d'un héritage. La culture hittite est elle-même le résultat d'un héritage, notamment de la période des Karous. Euh, Avec ce que j'indique ici, et pour comprendre la culture hittite, il est nécessaire de regarder la production artistique de cette période, qui s'est principalement développée autour de Kültepe Kanesh. Par ailleurs, la période de transition entre la période des Karous et celle de l'ancien royaume hittite livre peu à peu ses secrets. D'un côté, Anita, le roi de Kanish, change son titre de seigneur de la ville en grand roi, titre qui sera repris par les rois hittites plus tard. D'autre part, à la lumière des fouilles dans la ville basse de Boasqueuil, on constate qu'il n'y a plus de hiatus stratigraphique entre la période des Karous et celle de l'ancien royaume hittite. Il y a continuité. Continuité culturelle, on voit ici la céramique. Je ne rentre pas dans le détail. De plus, comme l'a montré Kimiyoshi Matsumura, la période de transition vers l'État hittite à Buklukale est caractérisée par une diversité culturelle avec des éléments hatti, louvites et ourites. Alors, la période hittite doit beaucoup aussi à la période hatti. On remonte ici au Bronze ancien, à la deuxième moitié du troisième millénaire. Euh, Cependant, l'Anatolie centrale du Nord, comme je l'expliquais tout à l'heure, était moins hospitalière que le Sud. La rudesse, le climat, la végétation et les conditions naturelles y étaient plus difficiles. Les espaces de vie potentiels étaient relativement étroits et la communication était difficile. L'urbanisation s'est produite plus tard dans le nord que dans le sud, en Cappadoce. Boasqueuil semble être devenue une ville vers la fin du troisième millénaire. L'urbanisation s'y est faite en s'adaptant à cet environnement rude, mais riche en ressources naturelles. Cela dit, l'urbanisation de l'Anatolie centrale du Nord semble être plus complexe et plus importante qu'on ne le pensait auparavant. Nous connaissions les trésors des tombes telles que celles d'Alacahöyük, d'Orostepe et de Resulolu. Aujourd'hui, nous comprenons qu'au troisième millénaire, des organisations urbaines se sont développées dont la richesse provenait de l'exploitation du milieu naturel et notamment des mines de métaux et de sel. Comme Tayfun Yıldırım l'a clairement montré à propos d'Alacahöyük, il est désormais clair que cette organisation doit être comprise dans le cadre des réseaux commerciaux. Cela peut expliquer le choix de Hattusha comme future capitale de l'État hittite. Selon Andreas Scharner, Hattusha a peut-être été choisi comme capitale du royaume hittite en raison de sa situation stratégique. De nombreuses routes et réseaux commerciaux de l'âge du bronze ancien et de la période des Karous ont continué à être utilisés pendant la période hittite. De plus, les technologies utilisées à l'époque hittite, notamment en métallurgie, indiquent une continuité en termes d'accumulation des connaissances remontant aux principautés hatti du troisième millénaire. Les fondements de la culture hittite reposent donc sur un substrat constitué de l'âge du bronze ancien et de la période des Karous, cette dernière témoignant de l'importance prise par les échanges avec le monde syro-mésopotamien. Alors, les Hittites ont également innové et eux-mêmes ont eu leur héritage. Ils ont donné un héritage. Les études archéologiques éclairent
également de plus en plus sur la complexité de l'évolution de l'État hittite. L'identité hittite s'est formée avec la création du royaume au XVIIe siècle et s'est développée principalement au sein de la boucle du Kızılırmak au XVIe. Un système centralisé et bien pensé a été créé. Les principaux marqueurs physiques de ce système, de cette administration, organisation centralisatrice, se trouvent dans les plans des bâtiments publics. On peut regarder par exemple les parallèles établis par Andreas Müller-Karpe entre les complexes palatiaux de Kayelepenar et de Machatoyuk, dans les techniques de construction, dans les systèmes de fortification et dans la construction économiquement viable de grands réservoirs souterrains, de barrages, etc. Et, comme vous le voyez ici, à gauche Buyukaya, à droite silo de Ortaköy-Chapinouat, il y a une ingénierie, une technique absolument fantastique. Je reviendrai si nécessaire sur les détails plus tard, si vous le souhaitez. En raison de l'adaptation aux conditions topographiques et environnementales, il existe des différences entre les structures d'une ville à l'autre. Cela montre une souplesse, une adaptabilité, le côté pratique et pragmatique des Hittites. Euh, Politique patrimoniale et touristique de la Turquie. Déjà avec le rapatriement des œuvres illégalement exportées ou conservées à l'étranger, comme le sphinx de droite que vous voyez là, qui a été rapporté de Berlin en 2011, ici, avec l'autre revenu beaucoup plus tôt du musée d'Istanbul, qui sont exposés, les originaux ici, au petit musée de Boğazkale. Ici, la mise en valeur avec 1970, un exemplaire agrandi du traité de Kadesh à l'ONU. Et puis la politique, c'est le Geleceğe Miras Projesi, mis en place il y a à peine plus d'un an. Geleceğe Miras Projesi, projet sur l'avenir du patrimoine, des patrimoines, qui a été mis en place par le ministre de la Culture et du Tourisme, Bakan Ersoy, et qui impose à toutes les fouilles de travailler d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire fouiller, sur 12 mois, et en donnant beaucoup d'argent, donc un budget pour les fouilles turques séparé de l'objet de la fouille en tant que tel, un grand budget pour ce projet Geleceğe Miras. Et pour les fouilles étrangères, il s'agit de donner, de mettre à côté du directeur des fouilles étrangers, de mettre un coordinateur des fouilles turques qui recevra l'argent pour les grands travaux de ce projet. Et puis, les Hittites à Çorum, on voit qu'il y a quelques années, le 15 avril a été décrété journée mondiale hittite par le Vakıffondoku, c'est-à-dire la fondation 19. 19, c'est le numéro d'immatriculation de la ville de Çorum. Fondation qui est implantée à Ankara et avec, comme vous le voyez ici, de nombreuses activités tous les ans. Et puis, parmi celles-ci, on voit un merveilleux ensemble, Hittite ensemble Grubu, comme il est nommé comment dirais-je, en turc, avec des joueurs tout à fait professionnels. Le joueur de Saz, le deuxième à partir de la gauche, a souvent accompagné Zulfu Livarelli. Le harpiste et lyriste à droite fait partie de l'orchestre national, l'orchestre de la présidence de la République. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils portent des vêtements reconstitués, notamment à partir comment dirais-je, d'éléments organiques, de tissus retrouvés, des morceaux de tissus retrouvés à Chapinouat, et aussi imaginés par l'iconographie, eh bien, ils ont réussi à reconstituer un saz de type hittite et une lyre, la première vers nous ici, non pas la harpe mais la lyre, de type hittite également, sur lesquels ils essaient de donner une idée de la musique. Or, moi, quand je les ai écoutés le mois dernier, j'ai été transporté parce que j'ai eu l'impression, par la musique qu'ils jouaient et les explications qu'ils donnaient, mais surtout la musique qu'ils jouaient, que de toucher un peu l'esprit hittite.
Quand je dis cela, cela peut paraître bizarre, mais comme il explique eux-mêmes, on ne peut pas reproduire la musique hittite, c'est impossible. Les instruments eux-mêmes reconstruits ne sont pas totalement identiques, les matériaux sont différents, peu ou prou. En revanche, euh, les principales musiques anatoliennes d'aujourd'hui, et notamment de la région de Tchouroum, parmi d'autres, sont les fruits des musiques anatoliennes d'antan et notamment d'époque hittite, c'est évident. Et puis, il y a les Hittites qui deviennent de plus en plus une marque de fabrique de Tchouroum, comme on le voit, et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs d'en profiter, mettre tout cela en place. Ça, c'est une exposition que nous avons organisée il y a quelques jours dans le grand centre commercial de Tchouroum, avec d'un côté des posters représentant toutes les activités archéologiques et notamment des membres du département d'archéologie de l'université hittite, et d'un autre côté, sur le thème des Hittites, une quarantaine de peintures d'artistes, de peintres de Tchouroum. Cette exposition va être inaugurée à l'IFEA, à Istanbul, donc à l'IFEA, Institut français d'études anatoliennes, le 23 mai prochain. Si vous êtes de passage, soyez les bienvenus le 23 mai à 18 heures. Tout cela, c'est aussi pour faire le lien entre la science, entre les autres activités artistiques et la population et les gens, tant en termes d'archéologie qu'en termes de hittite et d'hittitologie. En conclusion, on voit que les recherches sur les Hittites et leur héritage, en particulier au cours des 20 à 30 dernières années, ont contribué à un enseignement plus général. En effet, la réalité est complexe et les sociétés plurielles. Combattre les préjugés fondés sur une approche simpliste des faits souligne certes la difficulté de comprendre les sociétés anciennes, mais permet certainement une approche plus réaliste. Les sociétés sont plurielles et complexes, et c'est peut-être là l'un de leurs plus grands atouts. Je vous remercie. Eh bien, merci Eric, effectivement, pour cette passionnante entrée en matière dans le monde du hittite, où tu ne t'es d'ailleurs pas privé de faire quelques incursions sur le plan hittitologique. Donc ça, c'est très bien. Je pense que tout le monde aura pu mesurer l'importance de l'interdisciplinarité. Et je suis, pour ma part, assez sensible au fait que tu termines sur un aspect de valorisation de la recherche, parce que c'est ce qui permet justement de s'ouvrir au public le plus large sur une discipline qui finalement reste encore assez méconnue du grand public. Même si, il y a eu beaucoup de progrès, et puis beaucoup de nos collègues ont œuvré hein, pour que ce soit davantage connu. Je pense par exemple à notre amie Alice Mouton, par exemple, Bien qui fait sûr, beaucoup sur Internet, dans le numérique, et qui prolonge dans cette génération justement la science cytologique certainement. qu'ont bien débroussaillé. Alors non seulement tu as cité Emmanuel Laroche, qui a été quand même le grand maître hein, de la hittitologie française pendant très longtemps. On a notre cher René Lebrun qui a poursuivi ses travaux, alors non seulement sur le plan philologique, mais aussi avec un regard plus que bienveillant et instruit sur l'archéologie, notamment à Port-Souk, Bien sûr. que tu diriges actuellement. Donc voilà. Alors, je ne vais pas être plus long, et je pense que le mieux, c'est d'ouvrir sur des questions ou des remarques. Luc a ouvert sa caméra, donc je pense Ouais. qu'il est prêt à J'ai trouvé l'endroit qu'il faut Hurrah. ouvrir. Ah non, c'était c'est pour ouvrir. Ouais. Alors, en tout cas, voilà, la parole circule. Est-ce que Luc, tu voudrais poser une question ou d'autres, ou faire une remarque? Ouais. Un grand merci pour cette présentation, parce que c'était très intéressant. Merci. Et bah, je suis un peu, comment dire, un nouveau dans
l'histoire hittite, mais je trouve qu'on trouve de plus en plus concernant les Hittites et je pense que dans l'avenir, on va quand même aller retrouver des choses intéressantes et qui peut-être peuvent changer tout ce que nous savons déjà de, de, de cette civilisation qui était, à mon avis, très important pour nous en Mm, Europe. mm, mm. Mais ben, je ne suis pas spécialiste, hein, c'est comme ça. Je m'intéresse aux histoires, surtout des études, parce que chez nous, dans l'éducation des élèves, des enfants, on n'y parle pas. Mm, 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 mm. Et moi, j'essaye de faire connaître les gens de plus en plus les éthiques. Et comme ça, Alors, je si je peux suis me très... permettre, pardon, Pardon? Luc, si je peux me permettre, alors c'est plus facile d'en parler depuis la Turquie parce que précisément, ça devient, et notamment quand on est à Çorum, une marque de fabrique en quelque sorte, si on l'utilise à bon escient. Mais c'est vrai que les études philologiques, essentiellement reprises en main par Alice Mouton en Turquie, pardon, en France En maintenant, France, et notamment avec ses merveilleux travaux non seulement sur les rêves, mais aussi sur le monde louvite, hein, euh, mhm. qui montre la complexité de l'Anatolie du deuxième millénaire avant notre ère. Eh bien, en dehors de cela, sur le plan archéologique, à part quelques chapitres, il n'y a plus de cours réellement de ce que je sais, qu'on me dit si je me trompe, il n'y a plus de cours véritables. Il n'y a pas de cours avec son grand titre sur les Hittites. Ce ne sont que des chapitres, Non. je pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai visité la Turquie en 1979, il y a Il y a- 45 ans, et spécialement pour regarder à tout ça. Ah, Et c'était quand même très intéressant. Il n'y avait ah. personne, seulement un vieux Turc qui voulait nous montrer, moi et ma femme, nous montrer tout ce qui c'était intéressant. Et puis j'étais à Yazilikaya, mais c'était tout à fait différent que maintenant, hein. Il n'y avait aussi personne. Et Hum. on pourrait aller où on voulait, hein. Il n'était- C'était tout à fait libre, hein. Oui, oui. Mais je me rappelle ça déjà longtemps. Et ça m'a intéressé beaucoup, mais à cause de mon travail, je n'ai jamais fait de, vraiment des recherches Alors, et j'ai commencé à étudier il y a 4 ans ah, c'est les titres. super, c'est bien. Avec qui? Euh, Jan Tavernier, Ah, d'accord. Donc, oui, ok. en À Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, oui, 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 oui. oui, je suis aussi néerlandophone comme ça. D'accord, d'accord. Mais écoute, Euh, si jamais tu veux revenir avec ton épouse ou seul ou d'autres, tu veux venir dans le pays hittite, il y a le pays hittite, il y a Porsouk, enfin tu préviens, tu seras le bienvenu. oui, moi, je voulais bien, si j'avais la possibilité, mais le problème, c'est un peu, voilà, mon épouse n'est pas très, comment dire, elle ne sait pas aller, loin, elle ne sait pas se promener plus Hum. loin, et comme ça, c'est difficile. Mais moi, je Bien sûr, voulais bien bien, sûr. je voulais faire aller en Turquie tous les années, hein. Alors, il faudra faire ça maintenant qu'il y a des possibilités technologiques, il faudra faire ça à distance, des voyages à Oui, distance. oui, oui, ça c'est vrai. Ouais. Tu disais que
Eric n'avait pas beaucoup de cours de hittite, mais malgré tout, cela demeure, hein, puisque, à ma connaissance, à l'Institut catholique, il y a toujours le Non, cours. non, non, je parle des cours d'archéologie. Ah, des cours d'archéologie. Archéologie, philologie, je sais, Ouais. bien sûr, mais d'archéologie. Mm. C'est vrai que tout dépend en fait du professeur en chaire. Hum, S'il hum, a une hum. formation hittitologique ou même assyriologique, et il est susceptible d'inclure, et ce depuis longtemps, euh, des éléments sur l'archéologie hittite dans son cours d'archéologie d'histoire de l'art antique. Mais si effectivement c'est un spécialiste d'Athènes, Bien pas sûr. toujours, c'est pas toujours le cas, évidemment. Ah, autre chose, je sais pas. Didier vient d'apparaître, donc Oui, peut-être. bonjour Didier. Bonjour Oui. Didier. Oh, bonjour Eric, ben, ça Quel me fait plaisir de très te voir. plaisir. Voilà aussi. Là aussi, grâce à la technologie, on se voit enfin. Bien qu'on soit pas si loin que ça, hein. Izmir, c'est si loin de. Je suis près du relief de Ah, Caravelle, voilà, donc l'homme de Carabel, le voilà. voilà l'homme de Caravelle. Voilà. Bon. Malheureusement, très abîmé ce relief ces dernières années, mais je crois qu'il y a un projet, il me semble. Ah, D'abord, félicitations. Je crois que j'ai rarement appris autant de choses en aussi peu de temps dans cette conférence absolument passionnante, vraiment. Donc, où tu as réussi à parler pratiquement de tous les aspects. Donc, moi, n'étant pas du tout spécialiste, je préfère ne pas poser de questions qui montreraient tout de suite mon ignorance crasse. mais non. Donc, non, non. Et bon, il y a une chose dont tu n'as pas beaucoup parlé, c'est Oui, puisque on parlait du patrimoine, alors patrimoine par rapport à l'actuel, mais aussi, je me suis souvent posé des questions sur la disparition de l'Empire hittite. Et est-ce qu'ils sont restés? Alors, il y a les néo-hittites, évidemment. J'ai un vague souvenir de mon père m'expliquant le royaume néo-hittite dans le musée des civilisations anatoliennes, mais ouais. j'ai un peu oublié ce qu'il m'a raconté, malheureusement. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est la descendance? Alors, sur ce qu'ils ont apporté aux sociétés, je crois, au niveau de la métallurgie, des choses comme ça. Et puis une question aussi que je me posais, ah oui, ce que l'aspect le plus passionnant de ce que tu as dit, c'est évidemment le foisonnement de la recherche actuelle. Je ne m'imaginais pas du tout que l'hititologie avait été entièrement renouvelée par toutes ces découvertes, ces recherches et ces réflexions. Donc bravo à vous tous, ces hittitologues actuels. Euh, J'essaie de me tenir un tout petit peu au courant, comme ça à distance, et quand sur Internet, souvent, je trouve qu'on parle plus souvent actuellement des Louvites que des Hittites, surtout dans le monde anglo-saxon. J'ai l'impression que ça excite beaucoup, et j'ai toujours pas très très bien compris, parce que moi j'avais été resté d'une génération où les Louvites, c'était surtout une langue louvite. Et puis maintenant, on me dit que non, non, pas du tout, c'est une civilisation, c'est peut-être même un état politique et tout ça. Alors là, je comprends plus très bien. Hmm. Je regardais si le mot apparaissait sur les cartes que tu nous montrais, mais pas beaucoup. Non. Là, tu parles qui est souvent utilisé comme terme, c'est l'ouvia. Alors, Oui, c'est le travail effectué par Eberhard Zanger, qui lui-même, au départ, et ce n'est pas du tout négatif ce que je dis, mais qui au départ est je crois, un ingénieur, ou enfin bon, peu importe, mais alors son idée, c'est qu'il y avait sorte d'empire louvite, un peu comme il y a eu un empire hittite. Alors, bien que je ne sois pas, j'ai une part d'historien, mais je ne suis pas historien des textes, c'est-à-dire que je ne suis pas philologue. À ma connaissance, il n'y a pas de pays de louvite qui pourrait correspondre à un pays de Hatti, tu vois, comme pour les Hittites. Même s'ils n'étaient peut-être pas toujours Hittites, ils étaient peut-être ourites en partie, enfin bref, ou à partir d'une certaine époque. Donc là, c'est une thèse euh, qu'on voit beaucoup sur Internet pour des raisons, je crois, technologiques, c'est-à-dire que elle a les moyens de faire parler d'elle, cette thèse. Mais la plupart des spécialistes que je connais ne la suivent pas. Et à tort ou à raison,
elle n'est pas ou quasiment jamais mentionnée dans les travaux des philologues et des historiens des textes, et même des archéologues, hein, de ce que j'en sais. Donc Mm. ça reste un élément qui pour moi reste un gros point d'interrogation. Disons, j'ai aussi un gros soupçon là-dessus, quoi. Je m'interroge. Euh, on parle de ce que je vois, de ce que je comprends à travers mes lectures historiques et à travers l'archéologie, ben, c'est on a des royaumes, on a des pays, et qui essayent de se manger les uns les autres, de s'agrandir, comme Arzawa, faire des confédérations, dont dont je parlais tout à l'heure, à l'époque de Toutralia II, etc., etc., etc. Donc ça, c'est pas, moi, je mets cet élément de côté. Bon, on verra plus tard hein, ce qu'il en est. Mais Mhm. voilà. Pour reprendre ce que tu disais sur la fin de l'Empire hittite, alors j'ai dû choisir. Déjà, je vous prie de m'excuser, j'ai été plus long que le temps dont m'avait parlé au départ Eric. J'ai été plus long que prévu, mais et c'est pourquoi, de façon à ne pas être encore plus long, j'ai sapé un certain nombre d'éléments, et l'un de ces éléments concernait précisément la fin de l'Empire hittite. Alors là, je donnerai deux choses, j'indiquerai deux choses. D'une part, trois choses, pardon, puisque tu parles aussi de continuité, et là aussi c'est le patrimoine. Ça, j'ai écrit aussi, enfin, j'avais prévu, mais je l'ai enlevé, que je me disais, j'aurais pas le temps. Alors, le premier point, c'est la fin de l'Empire hittite. Là, il y a de nombreuses études qui raccrochent les unes aux autres et qui montrent que, bon, déjà depuis un certain temps, on le sait, l'Empire hittite lui-même, et en tout cas sa capitale Hattusa, ne sont pas tombés à cause des peuples de la mer. Bon, ce que les sources égyptiennes de la fin du XIIIe et début, première moitié du XIIe siècle considèrent comme peuples de la mer, elles les nomment. Ce sont certainement des peuples qui viennent de l'ouest, de l'Égée, et qui viennent aussi par mer et par terre, enfin par terre et par mer, qui viennent de l'Anatolie occidentale, sud-ouest, ouest. Euh, mais d'une part, ces peuples de la mer ne sont pas responsables d'une énorme conflagration qui aurait qui aurait mis fin à Hattusha. On sait que Hattusha, enfin c'est l'hypothèse de Jürgen Zeher, les derniers niveaux de Hattusha montrent que la ville était vide de mobilier, le mobilier transportable. Je ne parle pas des gros pitoys. Mhm. Vide de mobilier transportable. Donc, l'idée, c'est que très vraisemblablement, avant d'être détruite plus tard, alors combien plus tard, on ne sait pas, quelques dizaines d'années plus tard, on n'en sait rien, mais avant d'être détruite, il apparaît que la capitale a été vidée et abandonnée d'une manière très organisée par euh, le dernier roi bah, connu, et probablement Shupiliyuma II, voilà, au début du XIIe siècle avant notre ère. Et puis, l'autre élément, c'est que comment dirais-je, ce sont toutes les études de sciences naturelles, climatiques, etc., qui montrent que cette époque, comme d'autres époques, a vécu une grande sécheresse dans certains endroits. Et qui, voilà, ça a fait ensuite des problèmes en boule de neige, c'est-à-dire que sécheresse, manque d'alimentation. Si en plus se rajoutent des problèmes politiques, des intrigues ou autres, manque d'approvisionnement, rupture d'approvisionnement, si quelques petits peuples de la mer arrivent là, coupent l'approvisionnement, par exemple, vers la ville d'Oura, des grains dont a besoin Ratoucha, et qui viennent d'Égypte ou de Syrie, eh bien, voilà, ça fait rupture d'approvisionnement, ça fait famine, et donc, les gens vont se déplacer et ce sont même des peuples qui vont migrer, des petits peuples probablement, des populations qui vont migrer pour aller essayer de chercher à manger ailleurs. Enfin, voilà un peu le scénario dans lequel on est davantage actuellement. Euh, et pour reprendre, ah oui, et par rapport à ça, c'était mon deuxième point, il y a une hypothèse
Alors, je ne l'ai pas mise dans mes autres hypothèses précisément parce que j'avais ôté la fin du royaume hittite, mais une hypothèse qui est fort intéressante, qui est exposée par un prof de l'université de Gaziantep, Attila Engin. Attila Engin dirige depuis très longtemps les fouilles de Oylum Höyük. Donc, c'est en Turquie du Sud-Est, mais géographiquement, c'est la Syrie du Nord. Les fouilles de Oylum Höyük, pas loin de Kilis. Et il dirige également des travaux à Yesemek et une fouille, je n'ai plus le nom en tête, à proximité de Yesemek. Alors, très rapidement, l'idée est la suivante. Son idée, c'est qu'il est possible que le roi hittite, après avoir quitté pour X raisons, famine, autres, problèmes climatiques, la capitale hittite, soit allé vers le sud. Mais il n'a pas été à Carchemish, parce qu'on a toujours un roi hittite là-bas, qui est de la descendance de Suppiluliuma Ier. Hein. C'est une famille hittite qui règne comment dirais-je, Carchemish pendant tout le XIIe siècle au moins, et même au-delà. Donc, il ne va pas aller chez son akraba, enfin chez la personne de la même famille, chez son cousin éloigné, ça poserait des problèmes. Donc, le grand roi serait allé ailleurs, et il serait allé à Yesemek. Yesemek, c'est le site c'est la carrière avec la fabrication de la statuaire, hein, statuaire monumentale que l'on voit là-bas, dont on ne savait pas si c'était de l'âge du bronze ou de l'âge du fer. Et il y a le grand épée, la grande colline, comment dirais-je, naturelle de Yesemek. Et là-bas, eh bien, il a prospecté et il a vu qu'il y avait des grands monuments, des bâtiments monumentaux qui avaient commencé à être construits, apparemment d'après le matériel d'époque hittite, donc disons fin hittite, mais qui n'a pas été terminé. Et à proximité, il y a un autre site qui a été occupé par des Hittites, enfin de culture hittite. Et donc l'hypothèse est que le grand roi hittite, ou un autre, je ne sais pas, serait venu sur le site près de Yesemek, où ils auraient logé, la cour aurait logé, en attendant que la capitale à Yesemek soit construite, d'où l'utilisation de la carrière pour la statuaire monumentale au pied de cette colline. Mais pour des raisons inconnues, ça a été abandonné, ça a été laissé et ils ont disparu. C'est une hypothèse fort intéressante et qui repose sur des arguments archéologiques on ne peut plus intéressants. Donc ça, c'est un point intéressant. L'autre point, troisième point, concernant l'héritage au-delà de l'âge du bronze, eh bien en effet, l'héritage, on le retrouve chez ceux qu'on a appelés à tort ou à raison les néo-hittites. On le retrouve avant tout avec l'écriture hiéroglyphique. Alors même si c'est une langue apparentée au louvite, ou un dialecte louvite qui est dans cette écriture hiéroglyphique, ce n'est plus le nésite, hittite, des textes cunéiformes, n'ayant plus nécessité d'avoir une grande organisation administrative de gestion, plus besoin de textes cunéiformes hittites, nésites, mais il y a pour toutes ces principautés, ces petits royaumes qui naissent, alors certains qui perdurent, comme Carchemish, Mélide, Malatia, relié à Carchemish au départ, étant de la même famille hittite, et puis les nouveaux autres royaumes qui vont apparaître. On voit en effet des éléments à l'écriture, louvite hiéroglyphique. Plus de 300 inscriptions ont été retrouvées quand même de cette période de l'âge du fer, et régulièrement il y en a de nouvelles qui sortent. Deuxièmement, la culture matérielle, outre que ces inscriptions, eh bien, c'est aussi les orthostates. Alors, bien que les orthostates, ce soit quelque chose d'origine du bronze moyen, d'origine syrien, qui est passé en Anatolie et qu'on retrouve à nouveau dans la culture matérielle néo-hittite, mais on voit comment dirais-je, l'iconographie. L'iconographie est typiquement hittite dans un certain nombre d'endroits, au XIIe, XIe siècle et bien au-delà encore. On a une continuité iconographique certaine entre le deuxième et le premier millénaire ici. Voilà, ça c'est quelques éléments parmi d'autres. Merci beaucoup. Donc, Mm. l'exposé est complet maintenant. Voilà, sur les titres. Bon, merci. Je t'en prie, Didier.
Je me fais l'écho de notre collègue Alexandre Solka qui met dans la conversation magnifique conférence et excellente présentation. C'est gentil, merci. Et peut-être y a-t-il d'autres interventions, je ne sais pas, de Françoise Anne-Marie, de Vladimir Célestine, je ne sais pas, qui nous a rejoint. Ah, Je Vladimir est voulais, là. je voulais dire à peu près la même chose que Didier. J'ai appris énormément de choses et j'ai couvert des pages de notes là. Mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de questions parce que tout évolue tellement qu'on n'y voit plus très clair. Exactement. Voilà, et ben, j'espère qu'on trouvera enfin, on aura des discussions à Port-Souk où le Avec grand plaisir. problème Je est d'autant t'attends. plus difficile qu'il n'y a pas de texte. Exactement. Ben, pour ça, il faudra Voilà. aller plus loin. Un petit élément parmi d'autres, enfin c'est un élément très important, mais parmi d'autres, qui reprend justement l'utilisation des technologies modernes, c'est toute la photogrammétrie et puis l'utilisation des technologies modernes, non seulement en archéologie, mais aussi sur les matériaux épigraphiques, les inscriptions. Euh, Vous avez vu tout à l'heure l'inscription retrouvée à proximité de Türkmen Karahöyük, hein. Alors, ce n'était pas une photo en tant que telle, c'est une photo donc retravaillée et qui permet de nouvelles lectures, et Andreas Scharner, avec l'équipe italienne de... Oh, qu'il m'excuse, mais je suis... j'ai plus le nom en tête, qu'il m'excuse, euh, a fait pendant des années un super travail à Ratusha et notamment sur tous les reliefs rupestres comment dirais-je, de Yazirekaya. Donc ce genre de travaux a au moins une double importance. D'un côté, c'est de voir, de lire, de comprendre des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne lisait pas, qu'on ne comprenait pas. Et d'un autre côté, c'est d'être lui-même un élément, un enregistrement, un élément nouveau de patrimoine. Si un jour, tu parlais tout à l'heure du relief de Carabel, ce dernier devait disparaître, eh bien, s'il y avait eu pour ce même relief, je ne crois pas que ça ait lieu encore, mais l'utilisation de cette technologie, alors nous avons ici voilà, outre les photos et les dessins, des éléments d'enregistrement on ne peut plus importants. Merci Françoise, on parlera de tout ça hein, cet été. Alors à nouveau, je me fais le relais d'Anne-Marie dont le micro est bloqué, qui parle de remarquables conférences. Donc Chère Anne-Marie, c'est très gentil, merci, merci. voilà. Et effectivement, nous sommes quand même dans un univers particulièrement énigmatique à certains égards. Et c'est intéressant d'ailleurs que tu aies rappelé le fait qu'aujourd'hui, on ne croit plus vraiment à cette hypothèse de destruction par les peuples de la mer d'une manière complète. Ça me rappelle hein, un peu ce mythe historiographique qui s'appliquait à l'histoire grecque, avec les invasions doriennes, Voilà, etc, voilà. dont on sait que c'est plutôt, il y a certes des mouvements de population, il y a des mouvements dialectaux. Euh, Ce qui reste à mes yeux énigmatique, je veux dire, Oui, en tant que, si on veut, linguiste ou en tout cas utilisateur de la linguistique anatolienne, c'est la proximité et la différence entre le nésite et le louvite. Parce que finalement, ce sont deux langues extrêmement proches grammaticalement, qui utilisent des termes grammaticaux identiques, d'après les transcriptions qu'on a pu faire, mais qui ont un lexique fondamental complètement différent, voire disparate. Hein, et là-dessus, je ne sais pas si l'archéologie ouvre des clés. Moi, j'ai toujours été convaincu que, il y a plutôt une proximité entre ces Anatoliens de l'époque homérique, si je veux parler comme Finlay, et les Louvites de l'Anatolie occidentale. Mais c'est vrai que philologiquement, on étudie toujours le louvite et le hittite ou nésite d'une manière assez proche, hein, à tel point que à l'époque d'Emmanuel Laroche, le louvite était considéré comme un simple dialecte. oui, oui, oui.
Mais c'est vrai que Il y a des dialectes c'est louvites. ça, mais j'ai en mémoire ce qu'en disait René Lebrun il y a quelques années, enfin pas mal d'années. C'est vrai qu'en faisant observer que entre Siouni et Massana, c'est quand même deux mots qui ont rien en commun et qui désignent la même réalité, c'est-à-dire les dieux. Et c'était pareil au niveau des hommes entre Ziti et Antoussa. Antoussa en hésite et Ziti en louvite. Donc, qu'est-ce qui explique effectivement ce- cette différence et à la fois cette origine commune qui est présumée? Là, c'est assez curieux. Et tu évoquais à certains moments de ta communication l'histoire et la difficulté d'ailleurs d'établir une histoire réellement de ces royaumes. C'est vrai que, en tout cas, l'histoire louvite reste quand même encore à découvrir. L'histoire proprement dit hittite semble relativement bien connue et plus restreinte chronologiquement. Quant à l'histoire louvite, c'est quand même très très disparate et je pense que de plus en plus, d'ailleurs, on lève le voile sur cette Anatolie occidentale qui est assez méconnue. Euh, Récemment, en retravaillant comme sur la Lycie inlassablement, je me disais que finalement, on devrait parler de Lycie néo-louvite, parce que finalement, avec un état résiduel qu'on appelle le lycien, on est dans cette configuration-là, qui est peut-être la dénomination, le concept le plus juste pour parler de cette époque-là, de la même façon qu'on pourrait parler, même si les liens paraissent linguistiquement plus délicat de Carie, néolithique, avec le carien. Et là, l'archéologie se heurte à des freins que tu as un peu esquissés, hein, c'est l'acquisition foncière, c'est c'est le fait qu'on ne peut pas fouiller où on veut et où on trouverait certainement des tablettes qui permettraient de combler les vides. Oui, mais malgré cela, Oui. quand même, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et c'est Françoise disait tout à l'heure, et Didier aussi, enfin, là, ce foisonnement de nouvelles découvertes, mais pas parfois, on a du mal à suivre, tellement ça avance. Et Ouais. pourtant, travaillant dans ce domaine, quoi, mais ça n'arrête pas. Et puis l'autre chose, la chose la plus difficile à suivre, en fait, c'est le fait qu'il y a énormément de fouilles et de prospection. Il y a énormément de recherches qui sont effectuées en Turquie. Et si, c'est pas évident de tout lire, de tout prendre, et il faut avoir du temps. Tout à l'heure, je disais à Françoise et à, euh, à Isabelle que ces dernières semaines, ces derniers mois, je n'avais pas réussi à prendre le temps d'écrire à propos de Porsouk. Mais t'imagines, il faut prendre le temps de tout lire aussi. Ah, Et c'est une ça fait beaucoup. véritable gageure, hein. Puis il y a de plus en plus de jeunes chercheurs dans tous les pays. Ah oui, mais c'est bien, mais c'est merveilleux en même temps. Je vois que l'équipe autrichienne reste extrêmement dynamique. Alors c'est toujours notre ami Martin Sayer qui a la houlette, mais qui a succédé à Jürgen Borchardt pour ce qui concerne la Lycie. Mais effectivement, je vois dans le domaine philologique Birgit Christiansen, par Alors, exemple. Enfin, il y a j'ai vraiment des gens excuse-moi, remarquables. je t'interromps, Eric. Mon ami Kudret Sezer, qui est un excellent archéologue et qui est à l'université hittite, hein, qui est un collègue, archéologue classique, mais qui a travaillé pour sa thèse sur toutes les périodes. Euh, il était le directeur adjoint de la fouille de Martin, et il est devenu, depuis ce projet dont j'ai parlé tout à l'heure, Gelecei Miras Projesi, c'est devenu depuis peu officiellement le coordinateur turc de la fouille de l'Imira. Très bien. Mais de plus, outre cette réorganisation, j'allais dire administrativo-scientifique, il faut quand même bien soulever que nos collègues turcs, depuis plusieurs dizaines d'années, produisent des travaux de qualité épigraphique, avec une grande précision. Et en archéologie, alors là, je te laisse juge, mais j'ai quand même l'impression qu'on a des choses extrêmement précises, scientifiques, méthodiques,
et puis qui nourrissent beaucoup de choses. De plus, on a eu malheureusement il y a 20-30 ans, il y avait beaucoup de choses qui étaient publiées uniquement en turc, ce qui était un obstacle, et de plus en plus, les universitaires turcs font l'effort de publier en plusieurs langues européennes et pas seulement en allemand. J'ai vu des publications en italien qui était assez bien faite, en anglais naturellement. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Bon, on n'a plus malheureusement la francophonie en Turquie euh, est un peu éteinte, hein, et on n'est plus à l'époque de Belletten, mais en tout cas, c'est quand même beaucoup mieux diffusé parce que c'est vrai que le turc reste quand même assez mal maîtrisé des Européens, à l'exception sans doute d'Éric Jean et de quelques autres. Mais Beaucoup voilà. d'autres. En tout cas, Vladimir, il y a... Vladimir, regarde, regarde, Vladimir. Oui, exactement. Et Euh, Didier. Oui, il n'est pas éthytologue, mais Ah ben, mon maître Alain Bresson se débrouillait quand même pas mal en turc, hein, également. Et se débrouille, je crois toujours aussi bien. Eh bien, J'ai est-ce qu'il y a... Oui, Didier, vas-y. Non? Non, son micro est coupé. j'ai une Oui. petite question. Allez, je me demande pourquoi les Hittites, quand ils sont partis dans tout ça, ils ont laissé toutes ces tablettes là, sur place. alors il y a et ce qu'il y a, c'est qu'il y a, alors, il y a des tablettes qui datent de plusieurs périodes aussi. Euh, mais alors, ils ont certainement emporté des tas de choses, mais je ne sais pas si, quand on part, alors, si l'hypothèse d'un départ plus ou moins précipité, mais en même temps organisé, hein, organisé parce que tout était vidé, comme l'explique bien Jürgen Zeher. Et c'est une grande ville quand même. Euh, il y a, alors, les tablettes, c'est peut-être différent, mais je ferai une analogie peut-être un peu risquée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile? Enfin, en ce qui me concerne, j'ai pas énormément de meubles, mais qu'est-ce qui est le plus difficile quand on déménage? Ce sont les livres. Oui, C'est plus lourd. c'est C'est les lourd. cartons les plus lourds. Alors, je ne sais pas qui en est, mais peut-être y avait-il beaucoup plus de tablettes Oui, encore. oui. Hein, Peut-être que ils c'était avaient rempli des copies, hein, je ne sais pas. Lors de la première désertion, si j'avais évacuation de tout ça, c'était, dit-on, face au Gazga, quand il y a eu le repli sur Tarkoun Tassa. C'est une hypothèse hein, face aux Gazgas. C'est une hypothèse parmi d'autres. Euh, Itamar Zinger pensait que c'était pour des raisons, euh, comment dirais-je, idéologiquement spirituelles, si je puis dire. Hein, Muwatalli II, lié à son dieu, Pierre Sassi, le dieu de l'orage. Euh, bon, après, ça se discute. Peut-être qu'à tout, c'était un ensemble. Hein, c'était un ensemble. Mais il est vrai que les Gazgas ont souvent fait des malheurs. Dans ce nord de l'Anatolie centrale. Et, ben, il y a eu, alors, avec l'idée bien étayée, hein, bien étayée de Chapinouat, capitale à l'époque de Toutralia II, ben, ça fait quand même deux fois qu'on déménage la capitale. Hein. On l'a déménagé vers 1400, plus ou moins 1400 de Ratoucha à Chapinouat, et plus ou moins un peu après 1300, enfin au début du XIIIe siècle, de Ratoucha à Muatali. Et peut-être, d'après cette nouvelle hypothèse dont je vous parlais tout à l'heure, au moment, Mhm. à la fin de l'âge du bronze, de Ratoucha, peut-être vers Yesemek. Bon, là, le point d'interrogation est encore plus grand parce qu'on n'a pas de texte là-bas. Hein. Voilà, on n'a pas de texte. Il faut rappeler qu'on a quand même quelques milliers de textes, 4500 textes dont beaucoup en haut à Chapinouat. C'est quand même énorme. Et il ne faut pas oublier que, ça c'est important, les 30 000 textes de Boasque Ratoucha représentent peu ou prou 400-450 années. D'accord Les 4500 textes de Chapinouat ne représentent que le règne de Toutralia II, c'est-à-dire 20 à 30 années maximum. Donc c'est énorme.
Mais je ne suis pas certain d'ailleurs qu'ils accordaient une importance aussi grande que nous aux archives, hein. Finalement, quand on déménage, ce qui est important pour les Hittites comme les autres peuples du Proche-Orient ancien, c'est d'amener les dieux. Donc Oui, ils oui, amènent les idoles. Et je pense qu'en plus, il y avait quand même une culture de la mémoire et de l'apprentissage oral qui bien sûr. permettait à des scribes de reconstituer quasiment par cœur des textes lorsqu'ils étaient perdus. C'est d'ailleurs ce qui s'est fait et ce qui explique, en tout cas, semble-t-il, le phénomène de louvisation et d'ourisation de rituels hittites après la réinstallation sous Hattusili III. Mais Je pense bon, que là, tu touches un point, en effet, un point important. C'est-à-dire que l'utilisation de l'écriture cunéiforme, on voit bien que chez les Hittites, on n'a pas toute une littérature que l'on peut avoir en Mésopotamie, par exemple. On n'a pas de grandes descriptions géographiques, etc. Chez les Hittites, c'est avant tout administratif, c'est avant tout, alors administratif et religieux, bien sûr, hein, les rituels, etc. Mais c'est pour une grande part lié au contrôle, à l'administration. En effet, à partir du moment où il y a plus besoin, où on n'est pas sûr qu'il y ait besoin, et d'ailleurs, ces archives ne sont peut-être plus absolument nécessaires, et puis surtout, et là aussi tu as raison, on réfléchit, hein, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent sur la notion d'archive. Ça aussi, c'est un point important. La notion d'archive. Qu'est-ce que c'est qu'une archive? Est-ce que les milliers de tablettes à Ratoucha, les 30 000 tablettes retrouvées, et sans parler de celles qui n'ont pas été retrouvées, hein, il y a peut-être un autre palais là-bas, eh bien, est-ce que c'était vraiment des archives? Parce que nous, on entend par archives. C'est ça, c'est la question. Mhm. Ok. Merci. Merci, merci à toi, Luc. bien, je vous propose peut-être de nous arrêter, parce que sinon, je pense Oui. que on On va peut prendre encore. toute la nuit, Moi, vu l'intérêt du sujet et le fait que notre conférencier est un puits de science en la matière, oh là, on si va jamais seulement. s'arrêter. Seul Ouais. élément, je propose toi, Eric, en tant que président de cette noble société savante Societas Anatolica, eh bien que tu nous donnes rendez-vous autour d'un rack en passant par Izmir, puis Çorum, plein pays hittite, et on ira sur Porsuk. Ah, mais ça, faut qu'on mette ça au point. Alors, on a quand même, euh, tant pis pour toi, tu m'as tendu une perche, mais normalement, au mois de Ah janvier, oui, putain, pardon. Oh là là, il faut que je t'écrive là-dessus, c'est vrai. alors, sauf si tu vas m'apprendre on reporte encore au Non, 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 janvier. non, non, non. Donc, normalement, on va vous donner rendez-vous au moins fin janvier. Bon, il fait un peu froid, mais tant pis, à Istanbul, puisque on aura le colloque In Memoriam Ali Dinçol, que nous co-organisons avec l'ETB, donc l'Institut archéologique turc et l'Institut français. Ce Études sera sur... anatoliennes. Comment? Pardon, je me suis permis de dire l'Institut français d'études anatoliennes. Parce Études qu'il y a anatoliennes, Georges plusieurs. Dumézil. Voilà, il y a l'Institut français culturel aussi, ou le centre culturel. Voilà. Oui. Donc l'Institut français Georges Dumézil en études anatoliennes et même l'Université d'Istanbul qui devrait normalement nous accueillir pour la première journée. On ferait les deux autres journées à l'IFEA. Alors, c'est ce sera un colloque à petit budget, mais en tout cas, ceux qui souhaiteront proposer une communication bah, seront les bienvenus et puis on les accueillera avec beaucoup de satisfaction et on sera très heureux de les avoir. On devrait pouvoir, le thème en tout cas retenu, on devait le faire cette année, donc on reporte à 2026. Le thème retenu concerne l'homme face à la nature et en particulier tout ce qui va concerner les catastrophes naturelles, les changements climatiques. Mais c'est un sujet finalement assez large où on peut effectivement embrasser toutes sortes de domaines, qu'il s'agisse d'archéologie, d'histoire économique ou religieuse. Beaucoup d'options sont ainsi ouvertes. Voilà, Merci. Excuse-moi, si tu me permets, c'est une bien sûr. parenthèse mais qui était importante. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Je voulais remercier
toutes les personnes qui m'ont gentiment donné leurs images parce que je n'ai pas pris le temps de noter toutes les références tout le temps ou tous les remerciements, et je n'ai pas pris le temps de les indiquer tout à l'heure entièrement. Donc, outre Önder Bilgi, pour Boasker Hattusha, pour Ortaike Chapinois, je remercie aussi euh, Semi, Semi Gatchek pour les cartes et images concernant Ortaköy Chapinois, ainsi que, mais je l'ai peut-être déjà dit, Ozan Özbudak pour sa carte montrant bien la différence entre Anatolie centrale du Nord et du Sud. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci à eux. Alors, merci beaucoup, Eric. Merci à tous. Cette conférence sera donc en ligne, alors avec, c'est une simple captation vidéo, mais ça permettra de compléter les notes de celles et ceux qui en ont pris, je pense, abondamment. Je vous donne rendez-vous le 31 mai, qui est un samedi, pour la seconde partie de la présentation d'Alexandre Solka sur les sceaux crétois. Et nous vous annoncerons d'autres dates puisque nous avons dû reporter, mais elle aura lieu bien sûr, une conférence de Marie-Claude Trémouille pour Hmm. l'introduction à l'Urartu. Et moi-même, je ferai sans doute une conférence sur la langue lycienne, mais peut-être plutôt euh, à la rentrée de la prochaine année académique. Nous aurons également parmi nos membres Damien Aubrier qui nous fera sans doute l'honneur d'une petite conférence sur l'épigraphie grecque d'Anatolie, puisque là il a achevé un travail sur Euromos avec notamment une inscription, une étude de philologie complète d'une inscription découverte en 2022. Voilà, donc beaucoup de choses en préparation. Et je vous souhaite donc un bon week-end et merci de votre attention. Au Merci revoir à Eric, tous. merci à tous. Au Au revoir. revoir. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et merci Un grand aux deux merci. Eric pour cette belle soirée. Merci Voilà. Didier. Oui. Bonsoir et bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end. Oui. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Au Au revoir revoir. Françoise. Au revoir Anne-Marie. Ah, moi, je n'avais pas vu.